Anne, qui ici à Genève, on connaît déjà bien puisqu'il nous fait l'amitié de nous rendre visite régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est pour nous annoncer bonnes, quelques bonnes nouvelles. Et puis Christian Dupessay, maire d'Annemasse, qui est aussi très connu tout à fait, qui est un ami aussi de l'agglomération et qu'on fréquente depuis longtemps. On a eu l'occasion de travailler ensemble au sein d'Alpraï. Nous co-présidions Alpraï à l'époque et avec notre ami, où est-il, Gabriel, nous avions beaucoup milité pour le SEVA et avec succès, hein, en 2009. En 2009. Voilà, quand j'étais, juste avant que je devienne moi-même président du Grand Conseil un peu plus tard. Donc aujourd'hui, bien, c'est pour nous présenter, au fond, résumer un peu les engagements français, les engagements de la partie française du projet d'agglomération et du Grand Genève. Alors, comme le veut notre tradition, M. Karen, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or, ainsi qu'à nos autres. Puis je salue aussi la présence de Mme Soupizon, la consul générale de France, qui est fort occupée ces jours-ci avec la visite du président dans 3 jours, jour J-3, mercredi, jour J-2. Voilà. Merci encore d'être là, Madame Soupizon. Et puis je vous remets alors un tout petit souvenir, vous ne serez pas étonné, c'est un couteau suisse. Ah. Voilà, mais couteau, voilà, un petit souvenir du Club Suisse de la Presse, votre passage au Club Suisse de la Presse. Très bien, Monsieur Keren, je vous laisse la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président Mettan. Très heureux d'être parmi vous avec Christian Dupessay. Vous connaissez en tant que maire d'Annemasse, mais il est aussi conseiller délégué aux questions transfrontalières au sein du Conseil régional Rhône-Alpes. Et Madame Soupizon, qui est la consul générale, qui nous a accompagnés dans un certain nombre d'entretiens que nous avons eus ce matin. Et puis je salue nos grands témoins, si on peut dire, qui sont ici, les garants de la bonne coopération entre la région Rhône-Alpes et la République de Genève, entre la France et la Suisse, Robert Borel, Carlo Lambrecht, qu'on avait connu en précédent CRFG, et Gabriel Barillet, toujours actif pour défendre le SEVA et toujours énergique. Toujours énergique. René Longet aussi. Pardon ? René Longet aussi. Et parmi nous aussi. Il y a aussi un grand témoin. Voilà, nous avons aujourd'hui une journée franco-suisse importante, puisque la matinée a été consacrée depuis 9h du matin à des entretiens. D'abord à la mairie de Genève avec le maire de Genève, Sami Canaan, et Esther Adler, qui l'accompagnait. Ensuite, avec le Grand Conseil, donc, et Antoine Barde, qui nous a reçus et qui nous avons eu une longue discussion. Et puis ensuite, avec François Longchamp, discussion qui s'est prolongée autour d'un déjeuner tout à l'heure. Vous aurez, si vous ne l'avez pas eu encore, un communiqué qui va vous être donné, qui a été donc préparé par nos services respectifs de la région et par les services du canton. Et ce communiqué fait le point sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées au cours de ces différents entretiens. D'abord, sur le Grand Genève. Je vais vous dire que c'est un choix de la région Rhône-Alpes de s'engager dans la construction politique, administrative, mais aussi sociale, citoyenne du Grand Genève. Si nous en restions qu'à l'échelon politique ou administratif, politico-administratif, je crois que nous n'aurions fait qu'une petite partie du chemin, et les difficultés que l'on peut rencontrer conduisent à ce que notre objectif soit bien que ce soit un projet partagé. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la région Rhône-Alpes, qui en 2004 est intervenue dans les instances du CRFG, qui a pris toute sa part, a été, elle se veut donc, comme une forme de locomotive
de cette coopération. Ça me paraît quelque chose de très important que nous soyons dans cette logique. Alors, quelles sont les traductions? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, depuis la dernière votation qui est intervenue il y aura bientôt un an, on est sur un projet d'agglomération, de construction d'agglomération, qui nous paraît marquer le pas. Nous avons dit très clairement qu'il fallait que ce projet d'agglomération, cette construction d'agglomération, soit relancé. Et pour cela, nous nous appuyons sur aussi une prise de conscience dans les milieux transfrontaliers, dans les milieux genevois, de cette nécessité de lutter contre l'idée que Genève peut toujours se développer, peut toujours rayonner en vase clos. Nous sommes pensons que la logique du repli ne sert ni Genève en tant que telle, la République de Genève, la ville de Genève, ni ce qu'on appelle le Grand Genève, où la partie de Rhône-Alpes ou de Savoie est directement impliquée. Je rappelle que nous sommes dans une grande métropole qui fait 850 000 habitants et qui est promis encore à se développer, vu le rythme de progression au niveau de la population, au niveau des activités. Alors nous avons reçu très favorablement l'appel qui a été réalisé donc le 2 mars par un certain nombre de promoteurs qui sont ici présents et qui souhaitaient justement marquer leur engagement pour aller vers une reprise, une relance, une refondation. Moi, j'aime mieux le mot relance, une relance de cette coopération transfrontalière, mais surtout de la construction du Grand Genève. Et puis, nous avons eu aussi le Grand Conseil qui a adopté le 19 mars, nous en avons parlé avec le président du Grand Conseil, avec François Longchamp, une motion intitulée « Projet d'agglomération, remettons l'ouvrage sur le métier immédiatement ». Et c'est une motion qui a été adoptée à une très large majorité, 68 pour, 20 non. Les 20 non, vous les avez tout de suite identifiés. Donc, à partir de là, il y a au moins un texte qui marque du côté politique du Grand Conseil cette volonté de préparer les prochaines échéances, en tout cas de sortir de la situation actuelle. Et François Longchamp nous l'a confirmé au niveau institutionnel, cette motion porte obligation pour le Conseil d'État de présenter une feuille de route dans les 6 mois. Donc c'est envisagé, cette feuille de route pour septembre. Ça nous paraît aujourd'hui être de nature aussi à nourrir les discussions que nous devons entretenir avec nos amis genevois pour essayer de progresser en commun. Il y a une incitation. Donc à la fois la société civile, mais aussi la société politique souhaite qu'on franchisse, enfin plutôt qu'on s'engage dans une nouvelle dynamique. Et ça me paraît être vraiment indispensable. Il y a eu aussi des initiatives qui ont été menées. Nous en parlions avec le maire de Genève, l'actuel maire de Genève, Samy Canaan, sur le thème « Repenser la frontière ». Et je crois que c'est aussi une réflexion très importante, parce que la notion de frontière n'est plus la même aujourd'hui qu'elle l'a été historiquement, et que repenser la frontière, même si ce sont des ateliers de travail, de réflexion, il me disait qu'ils avaient invité pour une prochaine session, je crois, les gens de Bâle et les gens de Lugano. Ça montre qu'on sent bien qu'il faut sortir d'une certaine forme d'attentisme aujourd'hui. Il faut sortir d'autant plus qu'il faut aussi se mobiliser contre la campagne anti-frontalier qui est menée pour des raisons électorales, certes, mais probablement aussi plus profondes, par le MCG ou par une partie du MCG, par le leader du MCG. Donc, et que les frontaliers ressentent très mal. Hein, les frontaliers ne sont ni des profiteurs ni des parasites.
je dois le dire avec beaucoup de fermeté ici, ils contribuent à l'économie, ils contribuent à la vie sociale de Genève. Ils sont des acteurs à leur manière du développement de l'agglomération. Cela a été beaucoup dit, je ne vais pas le reprendre, mais effectivement, si on tarissait le courant des frontaliers, beaucoup de choses s'arrêteraient à Genève. Donc ça a été démontré, ce n'est pas à moi de revenir sur ce plan-là. Alors voilà, notre présence a été de dire il faut relancer cette coopération, relancer cette construction du Grand Genève, ne pas s'arrêter à l'état actuel. Et nous avons, de ce point de vue, indiqué que, c'est une annonce importante, hein, Monsieur le Président, que du côté français, les travaux du CEVA vont effectivement démarrer et que le coup de pioche côté français sera donné, je donne la date, elle devrait être confirmée, mais en principe elle est acquise, le 19 mai. Donc le 19 mai, manifestation officielle, probablement la venue du ministre des Transports, M. Vidalis, présence évidemment des autorités françaises et genevoises, pour rhône-alpines et genevoises, pour cet premier coup de pioche vers Annemasse, le lieu n'est pas encore déterminé, mais qui marquera le démarrage effectif des travaux. Le CEVA, c'est une réalité qui permettra, bien sûr, d'améliorer le transport dans l'agglomération du Grand Genève, mais aussi, et je pense qu'il faut bien voir qu'il y aura l'aspect réalité du CEVA, mais il y aura aussi ce que le CEVA signifiera en termes de construction. Et dans la construction, dans ce qu'on appelle maintenant l'imaginaire, mais dans la façon dont on vivra l'agglomération, le CEVA va être une véritable révolution. C'est vraiment le trait d'union qui va se faire par d'un moyen physique, hein, donc pratique, mais surtout aussi, ça sera, on circulera donc naturellement, sans les difficultés. Et je l'ai d'autant plus que, prenant connaissance de la presse genevoise aujourd'hui, il y avait une grande enquête disant « Genève est la championne des bouchons en Suisse hein, », des villes donc, qui connaissent des difficultés de circulation, immédiatement après Marseille. Hein. C'est vrai qu'on ne circule pas très bien à Marseille non plus. À Lyon, on n'a pas beaucoup de leçons à donner, mais enfin, si on veut améliorer les conditions de circulation, c'est-à-dire les conditions de vie, éviter les embouteillages, je pense que c'est une façon aussi de pouvoir essayer d'y répondre. Donc, mise en service en 2019, ça sera, les dates seront tenues. Et comme on m'interroge souvent sur le choix du matériel, une pression hein, sur le choix du matériel, avec... la commission des travaux, on suit ça avec attention. Deux grandes sociétés, une suisse et une française candidate, avec des montages différents, hein, il faut bien dire. Nous sommes en train, nous avons rencontré l'Office fédéral des transports au mois de février, avec le préfet de région, qui vient de nous quitter d'ailleurs, le préfet Carinco. Nous aurons donc... nous sommes en train d'évaluer les offres respectives et les méthodes qui sont différentes entre l'acquisition d'un côté et un système de location de l'autre, de façon à donc choisir en toute connaissance de cause pour un choix qui devrait intervenir avant l'été. Enfin, d'ici l'été, disons plutôt. Donc, les deux constructeurs en question, Stadler et Alstom, assurant que pour la livraison des 17 rames françaises, que nous achetons, Rhône-Alpine, j'aimerais dire, c'est nous qui allons les payer, pour ces 17 rames Rhône-Alpine, la production donc, pourra être assurée dans de bonnes conditions, les fils de production, les chaînes de production étant tout à fait disponibles pour des matériels qui sont des matériels connus, qui auront des adaptations, que ce soit le système helvétique que moi j'ai pu voir, ou que ce soit le système français en matière de rames pour assurer ce service de ce qui va être un véritable RER franco-genevois. Donc, voilà, nous ne précipitons pas dans les choix, nous faisons l'évaluation, mais entre le régiolis et le flirt, donc voilà, les réflexions sont en cours.
Donc ça, c'est un point très important que je veux souligner. Parallèlement, côté français, tout à l'heure, nous serons à Annemasse, où nous signerons l'engagement. Il y aura une délibération ensuite au niveau de l'ARC, pour le concrétiser. Nous signerons l'engagement dans ce que nous appelons, nous, le contrat de plan État-région, qui est un contrat de plan qui couvre la période 2015-2020, pour le contrat métropolitain avec donc le Genevois français. Et ça, c'est aussi important en termes de symbolique, mais aussi en termes financiers. En termes de symbolique, pourquoi? Parce que la loi française nous impose d'avoir un contrat de plan avec les métropoles. La métropole de Lyon, c'est acquis, elle a ce statut. La métropole de Grenoble, elle est en voie de constitution. Et elle va l'être bientôt avec 440 000 habitants. Nous avons souhaité que Saint-Étienne, qui aujourd'hui a 380 000 habitants, qui essaye de s'agrandir, soit considérée comme une métropole, puisque le seuil est à 400 000. Et puis, la loi permet d'avoir des métropoles frontalières ou transfrontalières, donc pour la partie française. Et moi, j'ai souhaité qu'il y ait, même si la transformation en pôle métropolitain est en cours, Christian du PC pourra le dire, aujourd'hui, l'ARC est une association qui comprend 100 syndicats. Un syndicat, pardon. Un syndicat qui, à l'origine, c'était une association. Maintenant, un syndicat qui comprend 9 PCI plus tenants. 9 établissements publics de coopération intercommunale, 121 communes. Donc, nous sommes dans une évolution de l'ARC qui va devenir un pôle métropolitain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ARC veut évoluer, et en particulier, les discussions seront à mener, avoir à partir de 2016 des compétences, notamment en matière de transport, d'enseignement supérieur, de recherche, d'économie, de relations transfrontalières. Donc, avec le pôle métropolitain en gestation, nous allons marquer notre engagement au même titre que les 3 autres grandes métropoles de la région Rhône-Alpes. Et demain, la loi nous conduira à ce que nous nous élargissions à l'Auvergne et d'avoir la métropole de Clermont-Ferrand qui accueille la plus grande entreprise de la future région, puisque c'est Michelin en l'occurrence, ça on connaît bien. Donc ça, c'est aussi un acte fort de notre part. En termes financiers, nous avons déjà des contrats de développement sur le Genevois français, donc c'est un supplément, un engagement supplémentaire de la région qui va porter sur quelques opérations, on en parlera tout à l'heure, d'opérations structurantes, pour un montant d'un engagement de la région de 5 millions d'euros, qui correspondra au total à un flux financier de 20 millions d'euros, et qui sera en plus, qui viendra en plus. Donc nous sommes sur ce plan-là avec des avancées. Nous sommes aussi sollicités par le Conseil d'État pour construire pour préparer le projet d'agglomération 3. Alors, ce projet d'agglomération 3 qui doit être présenté à Berne nécessite à nos yeux une évaluation des projets d'agglomération 1, dont les premières traductions se sont faites à travers le bus au niveau de service d'Annemasse, et du projet d'agglomération 2. Robert Borel s'en souvient. Le premier, nous avions signé. C'était un soir de novembre. Nous étions à quai, ici, sur un bateau. Le deuxième, nous avons navigué sur le lac. Donc, le troisième, maintenant, il faut le faire accoster, traverser. Il faut le faire accoster de façon à ce que ce projet d'agglomération prenne toute sa signification. Parce que, je pense, et moi, c'est ce que j'ai plaidé, aujourd'hui, nos intérêts mutuels nous commandent un développement en commun. Ce sont les intérêts mutuels. Genève, je l'ai dit à nos amis genevois, la Genève internationale subit des concurrences. Elles sont évidentes. Les grandes métropoles mondiales aspirent aussi à ce statut. Donc, on ne pourra l'être qu'avec un haut niveau de service, et pas avec une ville
embouteillé, et le haut niveau de service, il nécessite un accord avec la périphérie. C'est toujours le débat du centre et de la périphérie. Sinon, on voit monter Singapour, on voit monter Panama, on voit monter ces pôles-là, qui sont des pôles réels. Donc, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut être dans une dynamique. Et la dynamique, c'est aussi, pour nous, ce que nous pensons, la périphérie de Genève, qui la porte dans une construction commune. Moi, je veux insister sur cette dimension-là, n'étant pas ni frontalier, ni genevois, regardant cela depuis Lyon, depuis la région Rhône-Alpes, je pense que notre sort est lié. Notre sort est lié. Nous sommes dans une agglomération, une grande agglomération moderne. Et donc, cette agglomération moderne, elle doit avoir des facilités de transport, des facilités de logement, des facilités culturelles. Et je pense aussi, c'est d'ailleurs ce que nos amis ont dit, que la construction de la métropole, qui d'une certaine façon connaît un déficit au niveau peut-être d'explication, de soutien au niveau de la population, hein, disons-le ici, ça passe aussi par une dimension culturelle, civique, citoyenne. Ce n'est pas simplement en construisant des infrastructures. Parce que faire passer des infrastructures, ça veut dire avoir aussi le consensus, le soutien de la population. Alors, parmi ces réalisations que nous souhaitons, il y en a une auquel nous tenons beaucoup, qui est l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Nous avons engagé des discussions avec Genève depuis plusieurs années, et il s'agit d'une construction qui sera à la frontière, directement accessible par le CEVA à Ambilly, et qui répond à un besoin évident en matière de personnel dans le domaine des soins, dans le domaine socio-éducatif. Il s'agit d'aller vers un institut commun pour les personnes en formation, donc avec des filières, leur propre certification nationale franco-suisse. Donc sur l'IFSI, nous sommes, avec pragmatisme, il faut bien dire, Christian Duplessis pourra répondre à vos questions, nous sommes, je crois, sur la voie de la concrétisation. Moi, j'ai pu dire, le Grand Genève ne se prouvera que par le concret, et pas simplement par des études, certes nécessaires, mais par le concret et par un concret du quotidien de nos concitoyens. Donc former des personnels qui ensuite, comme maintenant d'ailleurs, mais qui là sortiront d'une école, je veux dire franco-suisse, d'une école qui aura donc cet objectif de former des personnels compétents dans le domaine de l'accompagnement des soins, dans le suivi, notamment dans le cas du vieillissement, ça me paraît être quelque chose qui s'impose d'évidence. Bon, on a beaucoup discuté. Parfois, excusez-moi de vous dire, on fait le procès de la complexité française. Et la complexité helvétique, cher ami, elle est quand même, ça marche pas, il y a parfois des grains de sable dans l'horlogerie. La complexité helvétique, moi je croyais que la République de Genève avait des pouvoirs très étendus, mais on m'a expliqué qu'il fallait des autorisations de Berne sur des tas de sujets, Christian Duplessis pourra vous le dire. Bon, donc, complexité, elle existe des deux côtés. Simplement, il faut la volonté politique. Pour vaincre la complexité administrative, la bureaucratie, les autorisations, les normes, il faut la volonté politique. Moi, j'ai toujours souhaité que cette réalisation, qui n'est certes pas d'un montant considérable, dont le coût est de 9 millions d'euros, vous voyez qu'on joue sur un montant en l'investissement, mais elle a une signification d'une volonté politique. Christian peut peut-être dire un mot là-dessus, hein, je crois que c'est important. Oui, en complément de ce que tu viens de dire, Président, je crois qu'on est au moment où il faut que ce travail de coopération dans le cadre de l'IFSI débouche. On est, comme on dit, à bout touchant. On aurait aimé pouvoir l'annoncer que c'était terminé, là. Il reste encore une ou deux autorisations, notamment
concernant un travail à l'interne avec les personnels pour avoir leur accord, si ces personnels genevois veulent bien aller faire quelques heures à Aubigny. Donc voilà, c'est la négociation normale, interne. On ne va pas se mêler des problèmes internes à Genève. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans le moment où il nous faut, avant la fin juin, décider du démarrage de cette construction. D'abord parce que la région s'est engagée financièrement, que les crédits sont là, que le centre hospitalier Alpes-Léman s'est aussi engagé sur ses crédits propres, et que les collectivités locales, Annemasse Agglomération, s'est engagée sur le terrain. Et il y a un moment donné où les engagements, on ne peut pas les tenir des années et des années. Donc il faut le concrétiser. Mais moi, j'ai bon espoir parce que je crois qu'on a bien travaillé. C'était long, mais on a bien travaillé. On n'est peut-être pas allé aussi loin qu'on le voulait au départ, où on voulait à la fois la filière de formation des infirmiers français, puis la filière à côté des formations des infirmiers suisses. Il se trouve que Genève... et c'était alors Charles Bert qui était en responsabilité de conseiller d'État, a fait le choix d'augmenter son nombre d'infirmiers formés dans le système suisse, a même doublé, et que donc dans ce cas-là, il y avait un effort important qui était fait et qui était à signaler. Et donc nous nous sommes concentrés sur la formation pour adultes, des aides en soins d'accompagnement, des assistants en soins et santé communautaire et des assistants socio-éducatifs. C'est donc ces formations-là, suisses, qui se feraient à côté de la formation des aides-soignants. Nous, c'est dans un seul terme, des aides-soignants français, et dans les mêmes locaux. Et en fait, Genève participerait sur la base d'une sorte de location permettant de participer à l'amortissement de l'investissement et aux frais de fonctionnement. On est arrivé à un accord de ce genre. Il ne reste plus qu'à signer. Je pense qu'on y arrivera avant le mois de juin. C'est ce qu'on doit espérer. Et c'est un signal très fort. J'insiste sur ce que le président disait. Je crois que c'est un signal très fort. Ce n'est pas énorme, mais quand on sait ce que l'on vit des deux côtés de la frontière en matière de besoins de personnel de santé, eh bien, dire on est capable de se mettre ensemble pour former, même côte à côte, des personnels, on a, je crois, là, un exemple très positif de ce que peut être la coopération dans le Grand Genève. Voilà, alors peut-être pour terminer, puis répondre à vos questions, vous avez dans le communiqué aussi la Genève internationale et le principe de développer l'attractivité du pôle francophone, avec Annemasse, et se tiendra donc le 29 et le 30 octobre, le forum sur les partenariats privés pour le développement durable organisé avec l'UNITAR, de nombreuses organisations internationales. Il se tiendra à Annemasse, et à cette occasion sera donc dévoilé l'outil Internet qui sera dédié aux acteurs locaux de la coopération internationale. C'est aussi de dire que le partage de la fonction internationale peut se faire avec le concours du secteur du territoire français, du Grand Genève. Je crois que c'est aussi dans ce communiqué qui est diffusé par le Conseil d'État, mais dont on donne, je crois, on vous donne aussi une copie. Ça permet aussi d'avoir le résumé de ce que nous avons pu exprimer. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Kéran, Monsieur Duplessis, pour effectivement cette présentation. C'était tout à fait intéressant de vous écouter. Nous reste un quart d'heure. Oui, un bon quart d'heure pour les questions. Oui, tu souhaitais commencer, vas-y. Oui, bonjour, Daniel Vermus, journaliste. Concernant Genève International, la hausse du franc donne des soucis aux 300 ONG qui sont ici. Est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de la région de créer une sorte de périphérie internationale? Je pensais à la Cité de la Solidarité d'Annemasse, d'un côté, peut-être qu'à Ferney ou à Divonne, il y a d'autres projets du même genre. Est-ce qu'il y a une volonté de doublonner, en fait, pour des raisons qu'on connaît, de permettre surtout aux pays ou aux ONG qui ont moins de moyens de profiter de la baisse de l'euro plutôt que d'être pénalisés par la hausse du franc suisse?
pas la raison qui nous motive. Ça peut motiver les ONG à regarder vers la partie française. L'idée de la Genève internationale, côté français, ça fait plusieurs années que cette idée est portée, notamment par Christian Dupessé, par Robert Borrell aussi, donc de ce partage des responsabilités. Avec l'UNITA, il y a 2 ans, nous avions signé un engagement commun sur ce point-là. Donc les ONG regardent vers le territoire français. L'exiguïté aussi de Genève conduit à ce que beaucoup se tournent aussi vers le secteur français. Alors, la réévaluation, plutôt la nouvelle parité flottante entre les cours des monnaies peut évidemment inciter de ce point de vue-là. Mais ça joue encore dans le sens de ce partage. Christian, peut-être oui. Madame la Consul, vous pouvez là-dessus... Oui, avant peut-être de voir la position de l'État qui est aussi un partenaire dans ce domaine-là, on peut dire, comme vient de le dire le président Kéran, qu'on a fait ce choix dans l'agglomération franco-valdo-genevoise et sur le territoire français en 2007, c'était dans le cadre du projet d'Agglo 1, d'affirmer qu'il y avait une complémentarité, non pas une concurrence, mais une complémentarité entre la Genève internationale et ce qu'elle représente et ce qu'il pouvait y avoir autour de la Genève internationale, en particulier les ONG. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a créé la Cité de la Solidarité internationale, qui est pour l'essentiel financée par la région Rhône-Alpes et par les collectivités locales, par Annemasse Agglomération. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a, sans doute peut-être pour les raisons que vous évoquez, mais d'une manière plus générale, par une vraie reconnaissance du travail qui a été fait, une crédibilité de la Cité de la Solidarité internationale au sein de la Genève internationale qui est extrêmement importante. Et l'élément qui va au-delà, c'est cette crédibilité a permis d'avancer, de travailler avec les agences de l'ONU, de travailler avec le ministère des Affaires étrangères, de manière à ce que aujourd'hui, on dise très officiellement que la France voisine, Annemasse, mais aussi le Pays de Gex, etc., la France voisine est prête à être aux côtés de la Genève internationale, sans déménager, bien évidemment, le siège de l'ONU, mais aux côtés de la Genève internationale pour l'aider à conserver ce très fort rayonnement. J'ai un peu l'habitude de dire, quand il y a une délocalisation de services au sein d'une agence internationale, par exemple les ressources humaines de l'UNHCR qui partent à Budapest ou ailleurs, j'ai souvent envie de dire peut-être mieux vaut Annemasse que Singapour ou Budapest en termes de délocalisation. Et à ce moment-là, on est tous gagnants. On est tous gagnants parce que Genève garde son rayonnement et on a cet ensemble. Et je ne reviens pas sur ce que le président a dit concernant le dernier paragraphe du communiqué. C'est un point fort qui voit l'Annemasse agglomération, mais la région Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, qui est un acteur également important, et l'État, le gouvernement français, être au cœur de cet événement qui devrait être un événement pérenne tous les 2 ans et une plateforme, elle aussi, permanente. Voilà, je crois qu'on est dans cet élan-là et c'est aussi un aspect extrêmement important. Non, mais je n'ai rien... Pardon. Appuyez juste sur le bouton. Merci beaucoup. Non, je n'ai rien de plus à ajouter. Je pense que M. Dupessé a bien expliqué la complémentarité qu'il y a entre Genève et la France voisine, tout comme il y a une complémentarité sur la Genève sur le grand Genève. Et tout l'ensemble de l'actualité nous montre l'intérêt de cette complémentarité au quotidien. Ça peut être une chance pour Genève, justement. Parce que Genève accueillera toujours des grandes conférences internationales. Ce sera toujours le siège des Nations Unies. Mais en même temps, si ce qui fait aussi le tissu des relations internationales ne trouve plus sa place pour des raisons financières, pour des raisons d'exiguïté, pour des raisons de desserte, je pense que on peut apporter là aussi une solution. Très bien. Bonjour, c'est Kadir, journaliste. Ma question c'est à M. Dupessé parce que je pense que l'agglomération annemassienne c'est la plus concernée dans ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points sur la feuille de route qui a été discutée pour débloquer ou pour relancer l'association comme il a dit M. Jean-Jacques Kéran? Merci.
Je vais laisser Oui. le président sur la feuille de route Ouais, et sur nous les avons- objectifs, et puis je reviendrai sur Annemasse. Nous avons des rendez-vous. Donc, il y a le prochain comité régional franco-genevois qui se tient le 5 mai à Annecy. 5 mai, hein, c'est 5 ça. mai, oui. 5 mai à Annecy, avec un nouveau préfet de région de notre côté. Hein. Ça sera une occasion d'une discussion. Peut-être l'arrivée d'un nouveau préfet peut aussi être l'objet d'une remise à plat, comme on dit, d'un état des lieux. Oui, non, le préfet de région qui remplace M. Carinco. Hein. Donc, puis c'est le préfet de région qui co-préside avec le président du Conseil d'État. Avant, c'était le délégué du Conseil d'État. Donc ça, c'est le CRFG. Moi, j'ai dit à François Longchamp, puisque le Grand Conseil vous impose avec un texte, vous l'avez, j'ai la motion qui a été votée, qui est quand même une motion intéressante de ce point de vue-là. On s'est interrogé, qu'est-ce que c'est qu'une motion mais cette motion, elle dit des choses assez précises. Hein. Elle dit, feuille de route, hein. Voilà, je cherche la motion définitive, voilà, vous la connaissez par cœur. Voilà, transmettre au Grand Conseil une feuille de route sur l'état d'avancement des études et des travaux, donc faire l'état des lieux, première, deuxième génération. Ensuite, feuille de route pour le projet troisième génération, remettre la teneur des échanges franco-suisses en haut lieu, et tout cela doit se faire pour septembre, hein, et mettre en place des espaces d'information et des échanges. J'ai le sentiment, pour en avoir discuté il y a quelques minutes avec François Longchamp, j'ai le sentiment que du côté du Conseil d'État, du président du Conseil d'État, ce n'est pas un exercice formel. Ce n'est pas simplement répondre, mais je pense que c'est aussi un exercice politique. Donc voilà deux rendez-vous. Hein. Rendez-vous du CRFG, le GLCT, je ne sais pas si une date a été prise encore. C'est début juin, je ne sais plus la date exactement, c'est début juin. Oui, on nous le communiquera peut-être. Monsieur Guettaz. À quel endroit? Ouais. Donc voilà, il y a, on peut dire, une forme de redémarrage. Et puis ce qui me paraît important, nos amis qui sont ici pour le lire, c'est la pression qui monte de la société civile qui, des deux côtés de la frontière, côté genevois, de la société politique, dit qu'il faut se réemparer de ce sujet. Il faut reprendre ce sujet politiquement. On ne peut pas politiquement en faire un sujet de propagande politique au profit d'un parti extrémiste qui prend les frontaliers comme des boucs émissaires et qui, d'une certaine façon, condamne aussi le Grand Genève. Parce que le Grand Genève, je vous le disais, ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire sur le thème on reste chez nous. Hein, et chez nous, on est bien. Parce que le chez nous, c'est plus le même maintenant qu'il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. C'est plus le même. Et puis Genève a toujours été une ville ouverte, une ville rayonnante. Et moi, quand je regarde la géographie, cela s'impose. Hein. C'est 5 km de frontière avec la Confédération, de limite avec la Confédération, et c'est 130 ou 140 km avec la France. Ça s'impose de fait. Sinon, on est avec le lac, on est dans une forme d'entonnoir, de cul-de-sac, où ça s'impose de soi-même. Et donc, l'agglomération, quand on voit l'enquête qui a été faite, les embouteillages, le mode de fonctionnement, tout ça justifie une prise en compte commune. Très bien. Christian, tu voulais... Un mot sur le rôle spécifique d'Annemasse, sans détailler, mais je crois que par son rôle de ville frontière, hein, Annemasse et son agglomération, c'est quasiment 90 000 habitants qui sont là et qui sont totalement intégrés à l'agglomération genevoise. Cette région est appelée à être ce que j'appelle souvent, et sans vouloir avec ces personnes, la capitale française du Grand Genève. Et c'est tout à fait logique. Il y a, par exemple, plus d'un actif sur deux dans cette agglomération qui travaille à Genève, plus d'un sur deux, ce qui est considérable. 10 000 frontaliers simplement à Annemasse.
Donc ça vous donne le fait qu'on ne peut pas ne pas travailler avec Genève, quoi. Ce serait complètement stupide. Et en dehors de la partie internationale sur laquelle j'ai répondu tout à l'heure, je crois que l'arrivée du CEVA, avec le rôle que va jouer la gare d'Annemasse et le quartier qui sera le nouveau quartier autour de la gare, qui sera un quartier du Grand Genève et pas un quartier d'Annemasse, c'est quelque chose qui va aussi révolutionner, pour reprendre ton expression, révolutionner l'organisation dans cette région. Reste un élément, puisque tu parlais des embouteillages, le CEVA et reste le tram, les trams, qui sont aussi des objectifs concrets sur lesquels on doit avancer. Oui, bonjour, Christian Lecomte du journal Le Temps. Vous parlez du projet d'agglo numéro 3, M. Kéran. La question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Parce que le projet d'agglo numéro 2, finalement, il n'est pas abouti. On parle toujours de cette somme, 240 millions de francs étalés sur 10 ans pour des projets transfrontaliers de mobilité. Est-ce que vous en avez discuté avec M. Longchamp? Vous allez probablement me répondre. Il reste qu'en attendant des projets attendent, le Saint-Genis-Pouilly, le tram vers la ville de Saint-Genis. Apparemment, le conseil départemental, puisqu'on dit maintenant de l'Ain, décide de financer unilatéralement de gérer cette affaire, avec un bout qui va rester comme ça, sans rail. Ça a peut-être évolué. Hein. Monsieur Dupessé, votre projet de prolongement de la ligne 12 tram, est-ce que vous en avez discuté? Et puis les PPUSR, mais je crois que ça, c'est un oubli maintenant, et la France va financer elle-même ses PPUSR. Merci beaucoup. Cet exercice de projet d'agglomération, c'est un exercice qui est imposé dans le cadre de la Confédération, mais qui peut être utile puisqu'il permet d'avoir une vision, de planifier l'organisation et d'essayer de suivre les prescriptions qui y figurent. Le projet d'agglomération 2, il ne connaît pas encore de traduction concrète. Le projet d'agglomération 1, disons, on évoquait tout à l'heure, 50% de ce qui figure au projet d'agglomération 1 est aujourd'hui engagé ou pratiquement sur les rails, en quelque sorte. Donc, j'ai posé cette question à François Longchamp en disant, est-ce qu'il faut faire passer par cette case du projet d'agglomération 3 ? La réponse du côté du canton de Genève est de dire il y a les financements qui sont affichés par Berne. Ces financements, certes, ils ne seront pas mobilisés dans l'immédiat, mais il est utile de prendre rang et de faire avancer les projets. Et il nous citait comme projet, par exemple, le tram de Saint-Julien, qui figure, vous savez, la nomenclature ABC, qui figure dans le B, je crois, jusqu'à présent, dans les deux projets d'agglomération, et qui ensuite pourrait voir s'inscrire dans une réalisation effective, dans une prise en compte effective. Alors, voilà, quel est l'état d'esprit. Nous avons dit qu'on veut bien participer à la réflexion, puis nous verrons si nous donnons notre aval à ce projet d'agglomération 3. C'est pas, donc je comprends votre question, une fuite en avant où on projette et puis la réalité, on l'a vu sur les questions de logement, sur les questions de transport, ne suit pas. Sur le tram de Saint-Genis, bon, le département de l'Ain s'est engagé. C'est bien, il reste un bout côté suisse pour faire la jonction. Ça fait penser au raccord. Vous savez, il y avait un dessinateur français qui s'appelait Dubout, qui faisait toujours les raccords avec des ficelles. Bon, je pense quand même que là aussi, le bon sens va l'emporter et qu'on arrivera à déboucher sur des solutions. C'est souvent complexe. Voilà, donc quel est l'état des réflexions sur les fameux 240 millions? Vous savez que la situation côté helvétique, côté Genève, est bloquée pour le moment. Bon, je crois qu'il faut travailler à la débloquer, trouver des voies et des solutions pour la débloquer, pour que les projets d'infrastructure ne soient pas retardés. Je pense que, pour reprendre un mot d'un de mes interlocuteurs, la votation, il y a un an, je crois que c'était le 18 mai, sur les PPUSR,
a sûrement décontenancé l'exécutif et le Conseil d'État, les cadres politiques. Bon, maintenant, il faut sortir de cette période d'interrogation. Pourquoi? Parce que, vous savez, et nous, on nous avait tenu le discours, on fait donc il y aura cette première décision sur les parkings qui paraissait d'évidence, arrêter les voitures à l'entrée de Genève, plutôt que les faire rentrer dans Genève, ça paraissait d'évidence. Vous avez dit, c'est en quelque sorte le test. Et ce test, il a été perdu de peu, mais il a été perdu par une votation. Et d'ailleurs, nos interlocuteurs ont admis, on n'en a pas rediscuté aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire, que c'était par une insuffisante appropriation du projet d'agglomération. Là, on était sur un truc très pratique, sur une question très pratique. Donc, cette insuffisante appropriation, c'est aussi le travail à accomplir. Ce n'est pas parce qu'on fera un projet d'agglomération 3, peut-être pour capter un peu d'argent de Berne, je ne sais plus combien, ça peut faire 30-35 millions côté français. Oui, mais au niveau global pour Genève, c'est entre 200 et 300 millions. 200 à 270, 300 millions. Mais il faut que ça soit porté vis-à-vis de la population. Sinon, l'adhésion n'étant pas là, on voit bien qu'il peut y avoir ce type d'accident politique, mais aussi le développement de tout un courant qui, pour nous, va à l'encontre des intérêts de Genève et du Grand Genève. Oui. En complément, moi, c'est un point essentiel parce que il faut que l'on sorte de cette idée qui est animée par certains, comme quoi Genève paye des équipements à la France. Ouais. Voilà. Il faut sortir de cette idée-là. La France paye ses équipements. D'abord, c'est un premier élément à donner. Et en plus, par le biais du rôle de centralité, etc., Genève co-finance, co-participe. C'est important. Aujourd'hui, par exemple, vous parlez des P+R, ils vont être faits, les P+R. Et on les finance comment? Avec l'argent, je prends ceux qui sont sur le territoire de mon agglomération, mais c'est vrai pour VJ également, ils vont être cofinancés par les collectivités locales pour 50% et par le département, c'est-à-dire sur les fonds genevois, pour 50%. On prend donc nos responsabilités côté français. Et aujourd'hui, je crois qu'en termes de financement, il est important, c'est pour ça qu'on avance l'idée, alors je ne sais pas comment ça s'appellerait, mais d'un fonds d'aménagement du Grand Genève, où on puisse additionner les fonds français qui s'investissent en venant de différentes structures, et les fonds genevois, et dire c'est avec ça, cet ensemble que l'on construit les grandes infrastructures, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en a qui font la charité aux autres ou vice-versa. Je pense que c'est un des enjeux qui doit précéder le travail sur le projet d'Aglo 3, qui est un objectif que l'on doit tous avoir, parce qu'on prépare l'avenir à 20 ou 30 ans. Mais mettons-nous d'accord sur comment on paye ce qui est déjà engagé. Très bien. C'était important de préciser ça. S'il n'y a pas d'autres questions de journalistes, je donne la parole encore brièvement à René Longet, puis après on va devoir conclure. Oui, juste un petit commentaire et néanmoins une question. Je fais partie de ceux qui, dans cette salle, ont animé le lancement de cet appel dont vous avez parlé, Monsieur le Président. Je n'ai pas besoin d'y revenir, puisque je vous remercie de vos propos. Je suis très heureux de vous avoir entendu là-dessus. J'aimerais aussi vous remercier sur le fait que l'ancrage dans la conscience des gens, aujourd'hui on parle de Genève, puisqu'on est à Genève, se fera par le concret. Donc on a parlé de choses très concrètes, merci de cette information. Mais dans le prolongement du CEVA, et là j'ai ma question, il y a un projet qui est un peu un serpent de mer, qui est peut-être cher aussi à M. Metton, vu ses origines valaisannes, qui est le lien entre, par chemin de fer entre Évian et Saint-Gingolph, et ce côté complément au passage nord, d'avoir une liaison sud. Ça fait longtemps qu'on se bagarre pour cela, probablement pas avec assez de force. Il y a régulièrement des opérations de nettoyage de la ligne, mais qui est quand même en piteux état, mais il s'agit que de 17 km. Alors ça m'intéresserait de savoir si, dans le contexte du CEVA, il va y avoir une relance de ce projet, ou bien s'il est définitivement mort. Ce qui me paraît toujours problématique, c'est quand il est entre la vie et la mort, ce qui est le cas aujourd'hui. Et il vaut mieux dire à un moment donné, on n'y croit plus, puis on se battra là-dessus, que de le repousser d'année en année. Alors ça m'intéresserait de savoir s'il y a un espoir de pouvoir utiliser le CEVA par ce côté-là pour faire justement l'expérience concrète du transfrontalier.
Alors, ce projet n'est pas mort, je vous rassure. Il figure nominalement au contrat de plan État-région. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le conseiller valaisan, M. Sina. Les Valaisans souhaitent, ont déjà exprimé la volonté de participer au financement de ce qui doit être l'étude concrète. Donc, on peut escompter, que après l'achèvement du CEVA, cette réalisation, Évian Saint-Gingolph, s'inscrivent dans la continuité. L'intérêt du CEVA aussi, c'est l'étoile d'Annemasse. Donc partir vers le Chablais, partir vers la vallée de l'Arve, partir vers Annecy. Donc le CEVA, c'est bien sûr la relation directe à l'intérieur de l'agglomération, mais c'est aussi la desserte. Et là, pour Genève, c'est une aération considérable qui se placera. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est remis sur le métier, si on peut dire, pour reprendre l'expression, est remis sur le métier, et il est remis avec une volonté valaisanne forte, et notamment en matière de financement, que je crois que les Valaisans ont financé 80% de l'étude. Je confirme, comme je disais à Mme Soupizan vendredi, moi j'ai suivi le Tonkin de Saint-Maurice à Genève en passant par Thonon et Annemasse dans mes études. Ah, mais moi je l'ai pris cette ligne aussi. Quand ça fonctionnait encore. Très belle, là, qui longe le lac. Absolument. Voilà. Très bien. Écoutez, si vous permettez, il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants, M. Kéran, M. Dupesset, Mme Soupizan. Je crois que c'était vraiment tout à fait intéressant de vous écouter et de faire le point. Ça redonne effectivement dynamique. J'avais promis à M. Fontana qui s'approche que pourrait faire une petite interview avec vous. Et puis je vous remercie également toutes et tous. On a un petit café, si jamais, qui peut vous être servi au fond de la salle. Alors, bonne journée à tout le monde. Merci.